Heureux de vous retrouver après donc la première partie du JDS. La deuxième, je le disais, qui consiste en un débat. Il y aura deux sujets. Nous irons dans la deuxième partie au Mali pour nous intéresser à cette décision du gouvernement qui a adopté donc ce projet de loi portant révision de la charte de transition qui autorise donc au président Assimi Goïta à partir de 2025 de faire un autre mandat de 5 ans et renouvelable. Nous allons jeter un regard là-dessus, mais nous allons d'abord revenir au Burkina Faso avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a, dans la matinée du lundi 9 juin dernier, au palais de Koulouba, présidé la cérémonie de montée des couleurs nationales et du drapeau de la Confédération des États du Sahel, avec exécution pour la première fois de l'hymne de l'AES. Il faut dire que le même acte symbolique a été répété aussi au Mali et au Niger. Au cours de ce cérémonial, le chef de l'État a invité les agents des administrations à faire un état des lieux du premier semestre pour envisager les perspectives du deuxième semestre de l'année. Il s'est également réjoui de la marche de l'AES en dépit des difficultés, un message que nous allons donc décrypter ici avec des invités. Je m'en vais donc vous les présenter. Le premier, c'est Martin Savadogo. Il est analyste politique, il est ingénieur en travaux publics. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes aussi avec Simon Kaboré. Il est le secrétaire à la planification et à la prospective de la convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie CRDP. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir M. Vaha. Nous sommes avec Labidi Naba. Il est le porte-parole du mouvement Face aux causes. Bonsoir Labidi Naba. Bonsoir camarade Vaha et bonsoir à tous. Un plaisir de vous avoir autour de la table pour avoir votre décryptage de ces deux actualités. La première, je pense qu'elle a été déjà présentée, c'est lundi, avec ce moment qui est assez symbolique, donc fort de messages. Les trois pays, il y a le Mali, le Burkina et le Niger, qui donc organise cette cérémonie de montée des couleurs avec ce drapeau de l'AES. Et pour la première fois, il y a cet hymne-là qui est lancé, celui de l'AES. Déjà, quel symbole cela représente pour chacun d'entre vous de voir ces éléments-là qui sont un peu ceux du socle entre ces trois pays-là? Je vais commencer par vous, Simon Kaboré. D'accord. Merci beaucoup. Le dimanche passé, la présentation a commencé par moi et ça a été le prétexte pour démarrer par moi. Cette fois-ci... Bon, vous êtes chanceux alors. D'accord. Vous êtes chanceux. Merci bien. Effectivement, on a tous découvert l'hymne de l'AES qui vient s'ajouter effectivement au logo et au drapeau. Et pour nous, c'est toujours une matérialisation de l'existence de l'AES qui facilite beaucoup plus la communication, qui facilite beaucoup plus l'identité et la mobilisation. Et l'hymne particulièrement avait pour objectif de ressortir clairement quels sont nos éléments de motivation, quelles sont nos motivations et autour desquels nous devons nous retrouver. C'est un peu comme une charte. Et pour nous, c'est vraiment un élément complémentaire très important que nous attendions tous pour sentir notre appartenance à cette confédération. Donc on le salue vraiment, on l'apprécie beaucoup aussi, que ce soit dans la parole, que ce soit dans le ton. On a aimé vraiment cet hymne-là. D'accord. Martin Savadogo, on a dit cet hymne qui est joué dans les trois pays. On a vu chacun des présidents, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit le président du Niger ou bien celui du Burkina, présider aussi cette cérémonie de montée des couleurs-là, avec cet hymne que tout le monde a pu découvrir ensemble. Quel symbole cela a pour vous? Alors moi je crois que c'est des principes de base qui sont en train d'être jetés. Et je crois que à terme, on va tendre plutôt vers la fédération et aller au-delà de la confédération. Et je crois que même quand on va arriver à la fédération, cet hymne-là va rester, parce que ce sera un hymne qui appartiendra à cet espace. Du reste, ce sont des bases qui sont en train d'être jetées dans le processus même de consolidation de cette confédération, et c'est plutôt une excellente chose. Voilà, parce que quand on a des ambitions comme la création d'une confédération, il faut se donner les moyens en termes d'institutions, en termes d'éléments qui vont donner une âme et un corps à cette institution.
Et désormais, je pense que cette hymne-là doit être apprise dans toutes les institutions, dans toutes les écoles. Et c'est les montées des couleurs dans toutes les institutions de l'AIS, ça doit être également joué pour que, dans un proche avenir, les populations puissent vraiment s'approprier non seulement les éléments de la Confédération, et cette hymne dans le fond montre que vraiment les premières autorités de l'AIS d'abord se sont inspirées de nos souffrances du passé pour concevoir une hymne de la dignité, de la liberté, mais surtout une hymne qui ouvre la voie vers le progrès et la liberté totale. Donc c'est une excellente chose et mieux vaut tard que jamais. Labidi Naba, sur la même question. Merci camarade Vaha. Il faut dire que le Sahel Benkan, l'hymne de l'AES, vient nous montrer qu'en fait la marche vers l'union des États du Sahel est une marche irréversible, une marche réfléchie et une marche justement qui engage derrière elle tous les peuples de l'AES simultanément, qui ont compris qu'ils sont face à un contexte fabriqué par les mêmes démons d'avant pour leur voler leur richesse. Et je pense que le contenu de l'hymne montre assez suffisamment que nos richesses sont convoitées et que c'est par le combat, ce combat par les armes et aussi par le verbe, que nous allons justement réussir à débouter tous ceux qui pensent par les mêmes mécanismes venir nous arracher nos richesses, venir nous dompter, afin de bâtir quelque chose de commun pour la postérité. Et cette hymne qui vient s'ajouter au Ditanien vient tout simplement renforcer pour nous Burkinabés notre combativité à nous libérer, notre combativité pour la souveraineté et pour le développement endogène. Il faut tout simplement, pour conclure sur ça, dire que c'est une évolution qui nous rassure véritablement du succès qu'augure l'AES, bien sûr, et qui nous rassure que dans les jours à venir, la monnaie, qui est aussi un élément fondamental de souveraineté, va venir, la monnaie de l'AES. Vous dites, quand on parle de cette hymne-là, il y a l'unité qu'il y a derrière. Et justement, dans ce qu'il y avait comme message du président du Faso, à l'occasion de la cérémonie, il y avait la question de l'unité sur laquelle le président est revenu. Il dit des difficultés réelles existent. Et on va dire des difficultés réelles existent. Je ne peux pas trahir les propos. Il dit ceci: ce n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir, mais c'est la solution. Il poursuit: nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes pour amener un des trois à trahir les autres. Nous sommes confrontés à cela depuis belle lurette. On a un président qui n'est pas de la langue de bois ici, parce que sur la question de l'unité, il dit: chaque jour, c'est comme un combat de tous les jours de rester ensemble, parlant de ces pays de l'AES là. Qu'est-ce que ça explique quand on écoute cette partie du discours du président? Parce que c'est lui qu'on va analyser maintenant. Comme j'avais commencé par vous, et c'est vous qui parliez d'unité tout à l'heure, face aux causes, on va commencer avec vous sur ce chapitre-là. La question de l'unité et le regard que le président nous a permis d'avoir à travers son discours. Oui, merci beaucoup. Il faut dire que lors de ce discours qui a suivi la montée des deux étendards,
le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vous le disiez, sans langue de bois, est allé dans son langage légendaire de vérité, est allé à nous verser des éléments concrets de ce que l'impérialisme français et occidental travaille nuit et jour pour véritablement arriver à déstabiliser l'AES. Et pour ça, ils ne ménagent aucun effort et font de tous leurs moyens pour arriver à avoir ne serait-ce qu'un seul pays de ces trois-là qui va trahir les autres. Le camarade président l'a dit, en Afrique, on a souvent vu, la question de l'unité est une question véritablement de défi. Parce que l'unité entre nous, Africains, a toujours causé des problèmes. Et si nos pays connaissent des difficultés de 1960 à 87, et disons à 83 et de 87 au 30 septembre 2022, c'est parce que tout simplement l'impérialisme cloîtré dans son coin arrive toujours par anticipation à élaborer des stratagèmes pour venir nous désunir et pouvoir s'installer. Aux indépendances. En clair, quand on regarde aussi, vous allez peut-être continuer aussi, mais je peux même vous le lancer. En clair, quand on regarde le propos du président, est-ce que c'est la mise en garde ou c'est se dire que faisons attention, ne pensons pas que l'union est un élément si facile et que c'est tellement acquis? Oui, moi je vois ça comme justement non seulement une mise en garde, mais aussi une interpellation de ce que nous devons nous mobiliser et être focus sur nos responsabilités et surtout sur nos objectifs de libération de l'AES, de construction de notre véritable souveraineté et aussi de développement endogène de notre espace. Et je pense que, et je veux poursuivre sur ce que je voulais dire, depuis 1960 et bien avant, l'impérialisme, le colon français a toujours dans son laboratoire imaginé des stratagèmes pour à chaque fois nous désunir et toujours garantir sa présence et sa prédation. De 1960 à 1990, c'était le néocolonialisme. Et le néocolonialisme n'est rien d'autre que les mécanismes qu'il met en place, étant là-bas à l'Hexagone ou ailleurs, mais ayant des servants locaux. Et c'est eux qui ne sont pas dans l'union là. Des servants locaux formatés qui sont toujours là et qui travaillent tout simplement, non seulement pour leur intérêt, mais aussi pour l'intérêt de la métropole, mais dans tous les cas, au détriment de la volonté et du bien-être des masses fondamentales. Je termine sur ça pour dire que après ces 30 années, 30 autres années ont été imaginées, d'autres stratagèmes ont été imaginés pour 30 années, c'est-à-dire la démocratie électoraliste. Et on nous a donné ça en 90, où les Africains pensent que la politique, c'est se battre. Et on a même dit que voilà, on crée un parti pour la conquête du pouvoir. On ne crée pas un parti pour accompagner. On crée un parti pour soi-même prendre le pouvoir. Et c'est ça qui a envoyé justement toutes les crises, toutes les difficultés. Et c'est la bagarre à chaque fois. Donc on nous a mis dans on revient sur ce chapitre-là peut-être avec le deuxième sujet, parce que ça devient intéressant. Je vais continuer avec Martin Savadougou sur ce commentaire que fait le président concernant le défi de l'unité. Je dis déjà que c'est pas facile, c'est pas un élément gagné de tous les jours, puisqu'il dit de façon très claire, nous sommes confrontés à cela depuis belle lurette, c'est-à-dire amener à des personnes qui font un peu la cour pour que l'un des trois puisse désister. Allez-y. Non, ce n'est pas étonnant et ce n'est pas la première fois également que le président aborde ce sujet. Alors moi je crois que pour comprendre les problèmes de l'Afrique, il faut seulement regarder
les systèmes qui sont implémentés en Afrique, que ce soit les systèmes éducatifs, les systèmes politiques, les systèmes économiques, les systèmes religieux. Tous ces systèmes ont en commun le fait de mettre la structure même de l'ensemble de ces systèmes-là, c'est la mise en avant de l'intérêt individuel. Tous ces systèmes. Même à l'école, on vous apprend que pour être déclaré bon, vous devez être le premier. On ne vous dit pas que vous devez aller ensemble vers la connaissance. Non. Donc, dès qu'une société fonctionne comme ça, elle est très facile à déstabiliser. Elle est très facile à déstabiliser. Maintenant, si nous ne faisons pas preuve de hauteur pour prendre conscience de la priorité des hiérarchies, aujourd'hui, vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux des gens qui pensent que leur ressenti communautariste ou bien religieux est au-dessus de l'État. C'est très dangereux parce que comment les autres arrivent à nous déstabiliser? La dernière fois, le président disait que ceux qui sont en train de comploter contre cette dynamique, ce sont des gens qui sont mus par l'intérêt individuel. Lui-même, à plusieurs reprises, a avoué qu'on l'a approché pour mettre en avant son intérêt individuel en nous proposant des dizaines ou des centaines de milliards. Mais à chaque fois, nous disons la même chose, mais dans le fond, qu'est-ce que nous proposons comme système pour remplacer les systèmes qui ont assis les fondements de notre domination? Cela me rappelle sous Sankara, lors d'une conférence de presse où Luc Adolphe Tiao posait la question au président Sankara, est-ce qu'il pense que la révolution d'août mettra fin au coup d'État? Le président Sankara a dit, j'espère bien. Mais la suite, on la connaît. Les premiers acteurs du 15 octobre 1987, c'était personne d'autre que les mêmes révolutionnaires d'août 1983. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à convaincre tout un chacun que si vous arrivez à éliminer Sankara, mais vous allez mieux jouir des richesses de ce pays. C'est pas plus que ça. Donc à chaque fois, quand nous abordons un thème, sans avoir le courage d'aller dans le fond, nous retombons chaque fois dans les mêmes travers. En septembre 2022, j'ai dit sur ma plateforme personnelle que si le président Traoré ne trouve pas les moyens pour que son entourage s'enrichisse de façon légale, nous allons toujours être confrontés à des déstabilisations. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un changement de régime, la grande majorité, l'écrasante majorité de ceux qui accourent vers ce régime-là, c'est toujours pour l'intérêt personnel. Certains y vont pour se dire « Ah, moi je traîne déjà des casseroles. Donc il faut que j'aille rapidement faire allégeance pour que mes dossiers ne soient pas mis au jour. » D'autres y vont pour se dire que c'est une opportunité pour moi de pouvoir enfin avoir une place au soleil. Et d'ailleurs, plusieurs autres autorités ont eu à l'avouer à plusieurs reprises. Je prends seulement le cas de l'actuel Premier ministre qui a eu à l'avouer à Ziaré lors d'une rencontre où il disait que des gens viennent les voir en disant que non, nous voulons vous soutenir. Ah, mais comme vous ne faites rien pour nous, nous aussi on est là, on regarde. C'est très dangereux. Parce qu'en réalité, quand on regarde, en Afrique, nous sommes toujours très faciles à déstabiliser parce qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une lutte commune vers un intérêt commun qui est l'intérêt supérieur de la nation. Et quand c'est comme ça, les différents éléments, c'est-à-dire quand on prend les intellectuels, les politiciens, les religieux, et les opérateurs économiques, chacun se bat pour son propre intérêt. Et c'est très dangereux. C'est simplement la raison pour laquelle nous sommes vulnérables. Les autres, à chaque fois, contactent chaque groupe et leur disent non, en fait, le système actuel là n'est pas en faveur de votre intérêt. Je vous permets d'expliciter quelque chose avant que je n'en vienne à Simon Kaboré pour la même question. Pourquoi est-ce que vous dites que son entourage devrait rendre son entourage riche de façon licite? Parce que c'est comme en politique, certains viennent au pouvoir et puis après ils enrichissent leurs proches. Cet élément, jusqu'à présent, ceux qui ont été au centre de la déstabilisation, c'est qui?
l'ancien vice-président de l'ANR, un élément très proche du régime, des officiers de l'armée burkinabé ont trahi. Plusieurs officiers ont été démis de leurs fonctions. Des officiers qui étaient envoyés en études ont été approchés individuellement et ils ont déserté. Vous savez, on ne refait pas la roue. On ne réinvente pas la roue. À chaque instant, tout être humain est mu par un intérêt. Tout être humain. Cet intérêt-là peut être intérêt individuel, comme ça peut être l'intérêt collectif. Malheureusement, le plus souvent, les gens sont mus par l'intérêt individuel. Et quand vous n'avez pas la lucidité de vous rendre compte de cela, vous êtes vulnérable. Le président Sankara, visiblement, était l'un des rares à être mu par l'intérêt collectif. Après le 15 octobre 1987, on a vu le pillage systématique auquel les gens se sont livrés. Et les gens sont devenus immensément riches. Mais quel était le premier discours du président Traoré quand il venait en 2022 ? Il a dit que des officiers sont devenus des milliardaires. Alors, comment ces officiers sont devenus des milliardaires ? En ouvrant des boutiques ? Non. En pillant l'argent et les ressources. Et vous croyez que c'est fini ? Ce n'est pas fini. C'est qu'aujourd'hui, les uns et les autres font très attention à ce qu'ils font pour que ça ne soit pas démasqué. Quand il y a un système qui arrive à mobiliser des gens à trahir leur pays, il faut à l'opposé mettre en place un autre système qui arrive à mobiliser les gens à servir leur pays. C'est pas aussi compliqué que ça. Mais si ce sont les ressources qui deviennent l'élément motivant, je suis un peu désolé, mais la traîtrise elle-même, c'est quelquefois un comportement intrinsèque. C'est quelquefois un élément intrinsèque qu'on a. C'est pour cette raison que chaque jour on découvre que des gens qui sont en train de trahir. Parce que ces gens-là sont très faciles à acheter et à tous les niveaux. Parce qu'on a un système qui ne leur offre aucune opportunité. Et quand il y a des systèmes qui n'offrent aucune opportunité, et tous ceux sur qui reposent les socles même de l'État sont des êtres vulnérables. Et quand c'est ainsi, ils trahissent à tout bout de champ. D'accord. Et c'est tout. On aura compris. Simon Kaboré, sur la question de l'unité, sur laquelle le président est donc ressorti, a mis vraiment le doigt. Oui. Je dirais que la question de l'unité dépend toujours de la position qu'on occupe dans l'échelle des acteurs. Plus on est en position de faiblesse, je dirais plus on occupe la position de la proie et plus on est assez vulnérable en termes d'union. Ce qui fait que effectivement l'Afrique qui est plus ou moins celle qui est vulnérable par rapport à tous les acteurs, est vulnérable par rapport à tous les autres. Elle est vulnérable par rapport à l'Occident, aux Américains, aux Chinois et tout ça. Tout le monde vient, ils nous manipulent comme ils veulent parce qu'on est vraiment en position précaire et tout et tout. C'est la même chose. Au fait, je vais dire que là, c'est pas seulement en Afrique que l'unité est difficile. Quand vous prenez par exemple l'Europe a des problèmes d'unité. Parce que les Américains arrivent toujours à les opposer les uns aux autres pour qu'ils prennent souvent une seule décision. Même en Union d'ailleurs. Voilà. Donc on voit la même chose avec la Ligue arabe qui n'arrive pas à se concrétiser parce que les Américains arrivent toujours à les opposer et chacun voit ses intérêts et s'oppose à l'autre. Donc l'un dans l'autre, c'est la grande puissance a toujours les moyens de déstabiliser ceux qui sont en position de faiblesse. Parce que la grande puissance a les moyens de connaître celui qui est en position de faiblesse. Leurs services de renseignement connaissent bien nos réelles motivations, les égos de chacun, la part de gain de chacun et tout. Et ils peuvent nous manipuler. Contrairement, c'est difficile par exemple pour le Burkina, par exemple, d'aller manipuler la France parce qu'on n'a pas les moyens, on ne connaît pas les secrets des acteurs français pour les manipuler. C'est difficile d'aller le faire pour les États-Unis parce qu'on n'a pas assez de moyens, non seulement financiers, mais en termes de renseignement pour les manipuler. Mais contrairement, eux, ils ont truffé nos pays de réseaux de renseignement qui fait que chaque acteur qui essaie de poindre, on le connaît bien. Parce que ce n'est pas par l'argent seulement qu'on manipule. Ce n'est pas les égos, ce n'est pas les ambitions, ce n'est pas les appâts du gain. On sait que telle personne, voilà par exemple son côté faible. Si vous le faites miroiter,
qu'il pourrait devenir chef de quelque chose, il va se laisser avoir. Si vous le faites miroiter qu'il pourrait diriger tel territoire, il va se laisser avoir. Et c'est comme ça qu'on nous manipule. Je pense que c'est ce que le président a dit, c'est vrai, c'est notre position actuelle. En termes de pays, vraiment, de pays assez faibles, en termes de renseignement, en termes de richesse, pour le moment qu'on n'exploite pas, qui fait qu'on est assez vulnérable. Mais je pense que dans la vision de ce qu'il dit, plus on va se renforcer et moins on sera vulnérable. Vous me permettez la bonne brèche d'ailleurs, sur notre point qu'il a abordé, je vais y aller avec vous. Le président qui indexe un peu les raisons de la guerre. Pourquoi est-ce que nous sommes combattus? Il dit, une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche de son sous-sol. Le Burkina est bien riche et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Il va un peu plus loin pour dire qu'il ne veut pas que nous prenions conscience que nous sommes riches et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensément riche, et je sais que vous le savez tous, le Sahel ne sera pas pauvre. Voilà une analyse que le président pose sur la table. Tout à l'heure, vous l'abordiez un peu à demi-mot. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. On est potentiellement riche, mais malheureusement, on n'a pas atteint un niveau d'exploitation qui nous permet d'être riches de nos richesses et d'avoir le statut de puissance qu'on est. Quand on va atteindre cela, effectivement, on sera moins vulnérable à la manipulation. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Je pense qu'on a tout fait pour qu'on ne se rende pas compte qu'on est riche. D'abord, on avait commencé déjà à parler souvent de comment l'expression c'était la formule qu'on disait c'était le malheur de la richesse ou quelque chose comme ça. Pour dire que là où on découvre le pétrole. C'était un peu on va dire des paraphrases du genre. Tant que on ne fouille pas dans votre sous-sol, vous avez la paix. Si on découvre de l'or, vous avez la guerre. C'est comme si la richesse était source de déstabilisation. Voilà la malédiction des ressources naturelles. Mais alors qu'ailleurs, les gens sont riches de leurs ressources naturelles. La Russie, l'Europe, les États-Unis, ils exploitent leur sous-sol et ils sont riches. Mais pourquoi chez nous, avoir des richesses dans le sous-sol, c'est un malheur? Mais effectivement, beaucoup de nos dirigeants étaient dans cette logique-là que si on parle de l'or du Burkina, si on fait parler, on dit qu'il y a du pétrole au Burkina, ça va diviser le Burkina, ça va amener des guerres, non, il suffit de mettre les institutions et les systèmes en place, et je pense que c'est dans cette logique que nous sommes. Aujourd'hui, l'argent que l'on propose à nos dirigeants pour se trahir, ils peuvent l'avoir sur le sol de l'AES. Ils n'ont pas besoin qu'on leur amène ça d'ailleurs. Cet argent-là est là. Et je dis souvent aux gens, quand vous vous faites corrompre, ça veut dire que vous manquez d'idéal, vous manquez de qui vous êtes. Parce que aujourd'hui, si tu sais que tu es à quelque part, on nous corrompt souvent avec ce que nous possédons. Souvent moins que ce que nous avons. Vous avez plus de 100 milliards que vous n'exploitez pas et on va venir vous corrompre avec 10 milliards. Ça ne se justifie pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ont compris cela, que celui qui vient même pour les corrompre est plus pauvre que lui. Le président IB a conscience que si le président Ibrahim Traoré, on préfère. Le président Ibrahim Traoré, excusez-moi, le président Ibrahim Traoré a conscience que il est plus riche qu'un président français qui vient pour le corrompre. Pourquoi il va se laisser corrompre? Donc, je pense que c'est dans cette logique que le président a parlé. Et effectivement, il y a des données géologiques et tout qui montrent effectivement la richesse de nos sous-sols. Il suffit juste d'avoir la gouvernance qu'il faut, d'avoir la transparence qu'il faut et d'avoir surtout cet esprit de souveraineté pour défendre les intérêts principaux de nos États et de tout réjouir. Martin Savadogo, vous voyez dans le discours du président, il y a deux niveaux. J'ai dit, il y a la prise de conscience de la richesse qui est celle que nous avons, mais il dit, ils ne veulent pas que nous prenions conscience que nous sommes riches. C'est-à-dire qu'il y a un double niveau. Il ne suffit pas seulement de savoir qu'on a cela, il y a un autre niveau aussi, il y a un travail préalable à faire, de la prise de conscience de ce qu'on soit riche. Oui, mais le plus important, quand il parle de richesse, il a parlé effectivement de la richesse humaine,
et également la richesse de nos ressources naturelles. La richesse aussi des valeurs morales. Oui, en réalité, les richesses des ressources, les ressources naturelles là, c'est pas de la richesse. La vraie richesse, la première richesse, c'est les ressources humaines. Et quel que soit ce que nous allons faire, si nous ne mettons pas l'accent sur les ressources humaines, nous n'avons aucune chance. Parce que dans tous les domaines, aujourd'hui, on arrive à nous dominer parce que c'est eux qui détiennent notre éducation. Les religions que nous pratiquons, c'est eux, les occidentaux ou les orientaux, qui nous les ont apprises. Même la langue que nous parlons, notre système administratif, tout, sans exception, nous vient d'ailleurs. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous proposons? D'abord, c'est bien de prendre conscience de la situation dans laquelle on est. Mais le plus important, c'est se poser la question, comment je fais pour sortir de cette situation et en réalité, vers où je suis en train d'aller? Prenez aujourd'hui les premières puissances mondiales. La Russie est le numéro 1 en termes de nombre d'ingénieurs formés par an. La Russie. Après la Russie, dans le top 5, il y a la Chine, l'Iran et les États-Unis. Donc, il n'y a pas de miracle dans la vie. Même les richesses que nous avons dans notre sous-sol là, tant que nous n'aurons pas les connaissances nécessaires pour les exploiter et les valoriser, toujours ce sont les autres qui viendront prendre et vont nous donner les 10%, 15%. Et nous allons toujours avoir des dirigeants qui vont voler dans ces 15%-là. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour permettre à leur pays d'exploiter ces ressources. Mais je rebondis sur ce que dit M. Kaboré. Effectivement, quand vous n'avez pas une claire conscience que les richesses de votre pays vous appartiennent, à ce moment, en tant que dirigeant, vous êtes devenu vulnérable. Mais quelqu'un qui a conscience que son pays est capable par lui-même de produire, et actuellement nous sommes à un budget de 3 000 milliards, mais moi j'ai toujours dit que le budget minimum pour une population de 20 millions d'habitants, en faisant seulement une comparaison avec les autres pays qui sont plus ou moins émergents, le minimum c'est 8 000 milliards. Mais avec 3 000 milliards, nous sommes en train de tendre la main. Pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, nous avons plus de 15 mines industrielles. Si seulement 5 de ces mines industrielles appartenaient à 100% au Burkina Faso, nous aurions eu les 8 000 milliards. Mais allez-y dans ces mines industrielles-là. D'abord, elles sont étrangères, mais tous les hauts cadres sont étrangers. Comment se fait-il qu'après plus de 15 ans, 20 ans d'exploitation, nous n'avons pas une seule mine industrielle où 90% des cadres sont des Burkinabés? Tous les pays qui se sont développés là, ce sont des pays qui se sont assis et qui se sont dit, voilà ce que nous allons être dans 10 ans, dans 20 ans. Ils se sont fixés d'abord des objectifs. Et ensuite, ils se sont dit, comment nous allons faire pour atteindre cet objectif? Du coup, ils se sont rendus compte que le premier pilier, c'est l'éducation. Comment se fait-il que, après 3 ans de changement radical de régime, il n'y a rien comme système éducatif? Le système éducatif n'a pas changé. Le président, lors d'un de ses voyages, se posait la question dans une salle de classe, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on est toujours en train d'enseigner aux enfants? Mais évidemment que c'est la même chose. Est-ce qu'on a proposé quelque chose d'autre? Si à chaque fois, même pour notre système éducatif, nous attendons le soutien des bailleurs de fonds pour changer, pour concevoir de nouveaux manuels, mais finalement, il faut se rendre à l'évidence que nous ne savons pas ce que nous voulons. Aujourd'hui là, même si c'est avec des feuilles qu'on allait aller au bord de la route pour tirer, on devait changer en un an de système éducatif depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et dans ces manuels scolaires-là, on devait dire, voilà les ressources du Burkina. Et vous, petit enfant burkinabé, voilà comment vous devez vous former pour que dans 5 ans, dans 10 ans, ce soit vous qui exploitez ces ressources à 100%, parce que dans 10 ans, le paysan burkinabé ne doit plus utiliser la daba. Parce que dans 10 ans, l'ouvrier burkinabé ne doit plus utiliser la trouelle, ou bien la ménagère ne doit plus aller chercher le bois à 20 km avec un vélo. Voilà comment les différents pays se sont développés, en mettant toujours au centre l'intérêt supérieur de la nation.
D'accord. Parce qu'à tous les niveaux, si nous n'avons pas pris en main les moyens intellectuels, les moyens de connaissances qui nous permettent de nous défendre, de nous assumer, nous serons toujours à la merci des autres. On le comprend, ça veut dire qu'il y a différents niveaux. Il y a la prise de conscience des richesses qu'on a, mais il y a les capacités aussi à pouvoir les transformer parce qu'on parle des richesses donc, du sous-sol. Allons-y sur la même question, Labdi Naba. Oui, nous pensons que le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a tout dit quand il dit que nous sommes riches de nos valeurs humaines, de nos valeurs morales et de nos richesses du sous-sol. Mais c'est bien sûr justement que l'homme burkinabé est apte à connaître, à comprendre et à servir son peuple, à servir son pays, à le développer. Le leadership politique a raté sa mission pendant longtemps dans ce pays. Vous savez, l'esclavage mental est le pire des esclavages. C'est dans ce pays-là qu'on nous disait que le Burkina, ça a commencé avec la Haute-Volta, est un pays pauvre, au centre ou c'est au milieu de l'Afrique de l'Ouest là. Mais ça, c'est resté ancré dans nos esprits jusqu'à ce que Thomas Sankara vienne d'abord créer cet éveil de conscience. Il a été assassiné, englouti, et on a tenté d'effacer tout ça avec l'aide de l'impérialisme et des prédateurs occidentaux. Ils ont réussi d'ailleurs, jusqu'à ce que encore l'éveil est là. C'est-à-dire, là où je veux en venir, c'est que le potentiel est là et le leadership politique aujourd'hui est là. Conscient de ce que nous-mêmes, nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. Et depuis l'avènement du camarade capitaine Ibrahim Traoré, le camarade Sawadogo le disait, sur l'éducation, sur l'agriculture, sur nos exploitations minières, sur l'industrialisation, il faut dire que les choses et la machine est lancée. C'est vrai, on ne peut pas obtenir tout maintenant, mais le mécanisme est mis en place pour que, au niveau de l'éducation, nous ayons une éducation endogène. Et j'ai vu dans les cahiers du primaire, on ne dit plus que le Burkina Faso est un pays pauvre. On n'enseigne plus ça à nos enfants. Et ça, c'est une réalité. Et bien sûr, au-delà, les curricula de notre enseignement, parce que c'est très fondamental, je parlais justement de l'esclavage mental, on en est, le camarade capitaine Ibrahim Traoré et son équipe en sont conscients. Et donc, nous pensons que l'opportunité est là. Il faut, et il l'a demandé dans son discours, il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions, et les travailleurs du public, puisque l'administration publique est le moteur, en fait, de l'État, il faut que chacun se surpasse. Ce que tu peux... Les subterfuges comme non, on a l'habitude de faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Il faut que les fonctionnaires oublient ça et se surpasser afin justement de mettre en place, de travailler à avoir une administration publique performante, opérationnelle. Et c'est ça qui va embarquer justement tout l'autre système et permettre au système privé, qui est véritablement ce monde-là, qui devrait être le créateur de richesse, de pouvoir le faire.
On le comprend parce que dans le discours du président, il faut le dire de façon très claire, il est revenu encore avec évidemment ce message à l'endroit des agents de l'administration. Il leur demande de s'engager comme les autres le font au front. Et ce n'est pas la première fois qu'il revient donc en termes d'interpellation sur ces agents de l'administration. Voilà, ça veut dire que s'il en parle, ça veut dire qu'il y a toujours des choses à faire. Et nous, il faut taper sur la table. Il faut taper sur la table pour qu'on puisse avancer vite. Il faut aller vite. Justement, peut-être je vais permettre aux deux autres de réagir là-dessus. Le temps que vous êtes parti en train d'aller vite, parce qu'il y a un deuxième sujet, mais je vais vous permettre de réagir là-dessus très rapidement. On a l'impression que le président revient très souvent sur l'engagement même des agents de l'administration. Est-ce que c'est un point qui, encore de votre point de vue, traîne? Est-ce que là-dessus, c'est normal qu'il y ait ce genre de fouet là pour réveiller les uns et les autres, Martin Savadougou? Non, pour moi, c'est normal. C'est normal et c'est même tout à fait logique. Parce qu'il y a deux éléments. Premièrement, il y a le fait de vouloir un changement et donner les orientations pour ce changement. Et deuxièmement, il y a le fait de savoir est-ce que les acteurs qui doivent même implémenter ces changements-là sont d'accord avec le changement. Et malheureusement, il se trouve que le plus souvent, c'est les acteurs qui ne sont pas d'accord avec ces changements. Parce que moi, je dis toujours, on se cache derrière le doigt. Mais tant qu'on ne mettra pas le doigt sur la plaie, sur ce qui fait véritablement mal, nous allons toujours être en train de tourner à rond. Mais ces acteurs ne sont pas d'accord pour le changement. Pourquoi? J'ai dit précédemment que dans tous les systèmes qui ont été mis en place en Afrique, on a mis au centre l'intérêt individuel. Dans ces systèmes, les acteurs trouvent leur intérêt individuel. Quand vous prenez par exemple le cas d'une institution comme l'autorité de contrôle de l'État lutte contre la corruption, depuis que cette institution a été mise en place jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu trouver un seul remède pour combattre à jamais la corruption dans une seule institution. Oui, mais est-ce que c'est possible à jamais? Non, j'ai dit une seule institution, j'ai pas dit toutes les institutions, j'ai dit une seule institution. Du coup, il faut que même la corruption continue d'exister pour que cette institution, même son existence, ait un sens. Sinon, au début, quand on créait cette institution-là, on lui donnait un délai de 10 ans pour mettre un terme à la corruption. Et si au bout de 10 ans, l'institution n'est pas arrivée, ben, elle n'est pas efficace. Mais la corruption, c'est un fait de tous les jours. Est-ce que ça c'est un fait de tous les jours. Mais je disais, lors d'une émission ici, que la corruption, c'est un système de corruption. Si. Et face à un système de corruption, si vous n'arrivez pas à mettre en place un autre système qui fait la promotion de l'enrichissement licite, vous vous rendrez compte que ceux-mêmes qui sont censés combattre la corruption là sont les premiers acteurs de la corruption. D'accord. Oui. D'accord. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont été attrapés en flagrant délit de corruption, ce ne sont pas des gens externes au système, ce sont des cadres de l'administration publique parce qu'ils trouvaient leur intérêt dans la corruption. Je vais simplement rebondir pour dire que tous les Occidentaux qui arrivent à nous dominer sont des gens qui chassent en meute. Quand ils viennent en Afrique, quel que soit ce qu'ils font, leur population, leurs industries, leurs armées, tout le monde, les entrepreneurs, trouvent intérêt dans l'exploitation de l'Afrique. Malheureusement, nous sommes disparates. Aujourd'hui, les intellectuels africains sont 1000 fois disposés et aller servir dans la Banque mondiale. Je ne parle pas des intellectuels, même les membres du gouvernement. Les ministres africains, quand on leur propose un poste à la Banque mondiale, automatiquement ils vont quitter pour aller servir à la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore arrivés à nous rendre compte, premièrement, des richesses potentielles que nous avons, et nous n'avons pas encore trouvé un système pour les mettre en valeur. Et je dis et je répète, ces systèmes-là, il n'y a pas autre. C'est l'éducation. D'accord. L'école est en train de former des corrompus et des voleurs, et ce n'est pas la peine d'indexer les fonctionnaires ou les opérateurs économiques pour dire qu'ils sont corrompus, ils sont voleurs. Mais c'est comme ça qu'on les a formés. Quand vous formez un intellectuel et vous n'avez pas mis au centre de sa formation la création de richesses, automatiquement, vous êtes en train de créer un corrompu et un voleur de fait. D'accord. Sur la même question, le rappel perpétuel d'agents d'administration engagés. Et ça ressort toujours dans donc les sorties du président. Oui, je pense que ce sera une bataille de longue haleine. Parce que je pense que c'est M. Sawadre qui l'a dit. Les agents de l'État, c'est le bras
par lequel l'État passe pour mettre en œuvre aussi ses politiques et puis mettre en place ses visions et tout. Et malheureusement, c'est un socle qui est parti depuis, qui souffre déjà de son héritage, parce que l'administration que nous avons aujourd'hui a hérité de l'administration coloniale. Malheureusement, beaucoup de nos fonctionnaires ont toujours cette mentalité coloniale. Ils ne se voient pas comme fonctionnaires au service des populations, mais ils ont l'impression d'être des rois télé que les populations doivent servir. Donc quand vous voyez comment certains se font respecter, la hauteur qu'ils prennent par rapport aux populations, le langage que l'on tient dans nos services par rapport aux usagers, on ne sent pas des gens qui sont au service d'une population. On a l'impression que c'est la population qui est sous leur domination. Ça c'est un gros héritage difficile qui va prendre du temps pour partir. Mais l'élément essentiel aussi, c'est le modèle économique que chaque fonctionnaire a aujourd'hui au niveau de la fonction publique. On a eu de longues années où la corruption a été légalisée pratiquement dans les services. On connaît les fonctions où il y a beaucoup plus d'argent. Donc vous allez voir quelqu'un qui va laisser un concours niveau bac qu'il a eu à gauche pour aller plutôt dans un autre secteur où c'est niveau BEPC, parce qu'il sait que dans la réalité, il y aura beaucoup plus d'à côté dans son niveau inférieur BEPC que dans son niveau universitaire qu'il a eu de l'autre côté. Mais c'était devenu tellement légal. Et nous tous, on le sait. Et on voit des fonctionnaires de telle profession qui deviennent subitement riches. Mais nous, on les respecte, on les honore, ils sont riches, mais on sait qu'ils volent. On sait qu'ils volent, mais on les applaudit. On dit, ah tiens, il a construit encore une 5e villa de l'autre côté, on applaudit. On dit, ah, il a sorti une nouvelle voiture. Et on sait très bien, on connaît tous les barèmes de la fonction publique. On sait que le salaire normal qu'il a ne dépasse pas 500 000. Mais on l'applaudit parce qu'il a construit sa 5e villa. On l'applaudit parce que, à contrario, le fonctionnaire qui essaie d'être honnête, qui n'arrive pas à faire ça, nous l'insultons. On dit il a 10 ans de service, il a 20 ans de service, il n'a pas encore de parcelle, il n'a pas. Je vous mets à défi, prenez le salaire normal d'un fonctionnaire et vous essayez de faire une extrapolation s'il doit payer une parcelle, construire la parcelle. En 10 ans, 20 ans, beaucoup ne peuvent pas. Mais on arrive à le faire à 5 ans et on est félicité. Nous les félicitons. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut qu'on arrive. Je pense que Martin l'a déjà dit une fois dans une discussion qu'on a eue. Il faut qu'on donne des cours aux fonctionnaires. Comment être riche et réaliser ses rêves honnêtement. C'est un module à développer. Comment, en tant que fonctionnaire... Pas seulement les fonctionnaires. Moi, je dis parce que je dis ça parce qu'on est en train de parler de la fonction publique, des agents de l'État. Il faut qu'on dise, je suis d'accord, un agent de la fonction publique, c'est tout à fait logique, il faut qu'il ait un logement. On ne peut pas lui demander autre chose. Il faut qu'il éduque ses enfants. Il faut qu'il se soigne et soigne ses enfants. Comment est-ce qu'il peut arriver à ça de manière honnête? Les salaires qu'on a aujourd'hui, sans autre accompagnement, je vous avoue que c'est très difficile. C'est pas possible. Mais on avait laissé les gens se débrouiller comme ils pouvaient. Ça c'est beaucoup de réflexion en même temps. Ce que vous dites, c'est profond, puisqu'on a même aussi quelquefois des textes qui encadrent de sorte à ce que vous le retrouvez en train d'exercer dans l'illégalité, puisque bien sûr, il ne devrait même pas exercer. Il est à la fois fonctionnaire, mais cache des activités parce que les textes ne lui permettent même pas de le faire. Bon, ça c'est deux éléments sur lesquels on va aller. Je voulais rebondir. Je vais permettre à chacun une minute là-dessus. D'accord. La nécessité de changement de paradigme s'impose. Et je pense que l'État doit accélérer. Et moi, j'interpelle le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, chef suprême des armées, à y regarder. Depuis longtemps, là, on a parlé des audits des diplômes. Jusqu'aujourd'hui, c'est motus et bouche cousue. La dynamique, elle est lancée. Hein. Non, elle est certaines institutions, cela a déjà commencé. Il faut sortir la liste de ceux qui ont ces faux diplômes-là et puis voilà, les remplacer rapidement. Il faut avancer vite. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on en parle, M. Simon a dit, quand on en parle, voilà, 5e villa et autres, combien de fois on nous a traités d'aigris, de jaloux? Mais nous, on avale ça.
ça ne nous fait rien. Ce qui nous concerne et ce qui nous préoccupe, c'est de bâtir un véritable Burkina digne et intègre pour la postérité. D'accord, Martin Savadogo. Moi, je toujours dis que c'est contre-productif d'indexer les gens. Parce qu'une fois, j'ai fait une publication et on m'a appelé à l'autorité de lutte contre la corruption. J'ai dit, en fait, ce qui est en train de se passer, moi, je n'en veux pas aux gens. Mais j'en veux au système qui a mis en place cela. Et si ce système perdure, il faut savoir que jusqu'au chef de l'État, les gens ont intérêt. C'est la première fois où un président sort et avoue publiquement qu'on est venu lui proposer 50 milliards pour prendre certaines décisions. C'est la première fois. Vous pensez que les autres n'ont pas eu ce genre de proposition? Ils ont accepté. Vous pensez que les ministres, les DG, on ne les fait pas ce genre de propositions? Mais ils acceptent. Donc, c'est le système lui-même. Et quand les premiers acteurs du système bénéficient de la corruption, et ce sont les mêmes acteurs que vous prenez pour se tirer une balle dans les pieds, mais vous rêvez. Il faut mettre en place un autre système parallèle qui permet aux gens... Moi, je vous mets simplement au défi de me trouver une seule personne au monde qui n'a pas envie d'être riche. Il n'y en a pas. Mais maintenant, c'est les moyens par lesquels il faut passer qui sont différents. Parce qu'il y a d'autres qui sont prêts à passer même pas les crimes, comme les terroristes et leurs complices, pour être riches. Mais il y a d'autres qui se sont donné un minimum de morale, un minimum de bon sens. Et ce minimum de morale et de bon sens-là, on doit l'inclure dans le système éducatif depuis la maternelle. La répétition est pédagogique. S'il y a des gens, des intellectuels, des hauts diplômés qui sont convaincus aujourd'hui que le Burkina Faso est un pays pauvre, c'est parce que depuis le primaire, on leur a enseigné cela. Donc il faut mettre en place d'autres systèmes qui véhiculent des valeurs qui sont hautes. Et ces valeurs hautes-là passent par la considération de l'intérêt de la nation, de l'intérêt de la patrie. Je me rends compte que cette interpellation-là peut faire à elle seule l'objet d'un sujet. Ceci dit, on va y mettre fin ici, mais on va partir à ce deuxième sujet-là, parce qu'il nous tient aussi à cœur. Il a marqué la semaine, et comme le temps qui nous est imparti n'est pas si long, on va se permettre un tour de table avec quelques relances. C'est le gouvernement du Mali donc, qui a adopté le mercredi un projet de loi qui porte révision de la charte de transition, et cela autorise un mandat de 5 ans renouvelable au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et ce à partir de 2025. Il faut dire que cette décision est justifiée par le fait que les assises nationales de la refondation tenues du 27 au 30 décembre 2021 ont formulé 517 recommandations devant conduire à une refondation totale de l'État et surtout à la construction d'une nouvelle vision politique demandée par le peuple malien. Et donc, c'est ce qui est sorti des éléments qui ont été partagés et donnés. Déjà, quelle lecture vous avez de cette évolution? Est-ce une surprise? Parce que le Mali parlait, il n'y avait pas si longtemps d'élections. Aujourd'hui, on en est à cela. Il y a d'autres pays de l'AES qui sont dans cette configuration-là. Quelle lecture vous avez de cette décision-là prise par le gouvernement? Je pense que chacun des deux avait déjà commencé par une question. Je vais permettre à vous, Martin Savadogo, sur cette question de commencer. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Mais j'analyse la situation d'abord dans la forme et dans le fond. Mais avant, il faut tenir compte d'abord du contexte mondial. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger et même l'Afrique de façon générale, nous ne sommes pas en train d'évoluer en vase clos. Nous sommes embarqués dans le contexte de l'évolution mondiale. Le monde est divisé principalement en deux camps. Ceux qui se sont autoproclamés les dominateurs et ceux qui malheureusement acceptent la situation de dominer. L'avantage de ceux qui se sont autoproclamés dominateurs, c'est qu'ils sont cohérents, unis et solidaires dans leur volonté de piller les autres et de leur soumettre leur volonté. Et les talons d'Achille de ceux qui sont dominés, c'est qu'ils ne sont jamais unis. Donc, revenant au projet de loi pour prolonger, pour accorder un mandat de 5 ans au président Assimi Goïta, dans le fond, je suis parfaitement d'accord. Pourquoi? Parce que les pays de l'AES, ce n'est pas une génération spontanée.
les systèmes dans lesquels la dynamique est en train d'être implantée nous est imposée par l'actualité internationale. Toute personne qui a un minimum de clairvoyance sait que c'est une autre forme de domination et d'asservissement de l'Afrique qui était en train d'être mise en place à travers le terrorisme. C'est un terrorisme international élaboré dans les laboratoires occidentaux et qui est en train d'être implémenté en Afrique. Et c'est le même système qui a été implémenté en Irak, en Libye et en Syrie, et ça a marché parfaitement. Donc, les différents régimes sont venus pour ouvrir d'abord les yeux de la population sur les enjeux et comme étant une solution pour lutter contre ce terrorisme international et aller vers une dynamique de la libération totale. Là où je ne suis pas totalement satisfait, c'est dans la forme. Et dans cette forme-là, malheureusement, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas unis. L'union, c'est quoi? L'union d'un pays, c'est les intellectuels, les politiciens, les religieux et les opérateurs économiques. Voilà les 4 acteurs principaux dans la dynamique d'union d'un pays. Et il faut que ces acteurs-là acceptent que dans la hiérarchie des priorités, c'est la patrie, la nation et l'État qui sont au-dessus de leurs intérêts personnels, communautaires et individuels. Si nous avions cette union sacrée-là, depuis les premières heures des changements de régime au Mali, au Burkina, comme au Niger, ces intellectuels-là auraient rédigé des documents pour dire voilà désormais le principe de gouvernance dans nos États. Comme ce qui s'est passé en Chine en juillet 1921 avec la création du Parti communiste chinois. Un siècle après, c'est toujours le même Parti communiste. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit aux Chinois, voilà ce que nous voulons être comme nation dans le Conseil des nations du monde. 100 ans après, ils sont arrivés au résultat. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique et la première puissance, en train même de devenir une première puissance militaire, mais également la première puissance en matière d'éducation. Donc, s'il y avait une union sacrée, nous aurions mis la forme dès le premier instant. Et cela allait nous faire économiser beaucoup. Et allait même faire économiser à l'impérialisme qui allait se rendre compte que nous sommes engagés dans une dynamique. Parce que véritablement, la dynamique dans laquelle nous sommes là, c'est minimum 20 ans. C'est 20 ans pour qu'il y ait des changements structurels adoptés et qui sont devenus des réflexes. Mais cette dynamique ne sera cohérente que tant que les 4 principaux acteurs-là vont accepter de se mettre ensemble dans l'intérêt, pas d'un individu, mais l'intérêt de la patrie. Et c'est ce qui nous manque jusqu'à présent. Vous avez dit 4, hein? 4 principaux acteurs. 4 principaux acteurs, les politiciens, les intellectuels, les religieux et les opérateurs économiques. Je comprends. Je vais avec Simon Kabouri. Il ne parlait pas d'un 4e État à l'AES. Ok. Bon, pour le cas du Mali, je dirais effectivement que ça a même traîné pour arriver. Mais ça s'explique parce que le Mali a été le premier à rentrer dans cette mouvance de souveraineté, de refondation. Et il était tout seul et il a dû gérer les changements par à-coups. Il y avait tellement de pression avec la CEDEAO, les Occidentaux et tout. Et ils étaient obligés de jouer toujours la carte des élections pour tempérer les pressions. Je pense que c'est essentiellement ça. Le Burkina est venu après, au moment où le chemin était plus dégagé. Ils ont été plus modérés par rapport au Burkina. Et comme le chemin était plus dégagé, on est allé plus vite, plus ou moins par rapport au Mali. On ne s'est pas trop embarrassé sur l'histoire des élections. Le Niger, ça a été encore plus facile parce que le Burkina aussi était là-dedans et tout. Mais le Mali a dû traîner ça. Parce qu'effectivement, ils ont engagé un processus avec les assises nationales qui avaient adopté une constitution. Je pense qu'à un certain moment, ils essayaient de voir comment ils allaient sortir de là.
La forme a sans doute manqué à quelque part, mais c'était forcément nécessaire. C'est un peu comme on a parlé du CFA, où on a dit pour changer de monnaie, il faut créer des points de convergence. Voilà. Je pense que à l'AES aussi, c'était devenu essentiellement ça. Le Burkina, le Niger ne peut pas être dans une logique de mandat pour les régimes en place et que le Mali prévoit de faire une élection. Et ça allait être bouleversant parce que je pense que ce qu'il y a derrière les élections, ceux qui nous l'ont appris, nous ont dit ce que c'est. Emmanuel Macron, le président français, nous a expliqué que les élections servent à manipuler les opinions en parlant du cas de l'Ukraine. Donc ça veut dire que si le Mali s'engage dans une élection, c'est pour donner l'opportunité à ce qu'on manipule les opinions pour qu'on sorte encore le Mali de l'AES et qu'on retourne dans le schéma de vassal où on devient encore un pion de l'impérialisme pour détruire l'AES. Recouvrir la normalité. La normalité, c'est quoi? Du point de vue, comme c'est entendu après des élections, je veux dire. Je pense qu'on a tous fait les maths à l'école, où effectivement dans les maths, pour situer un point, on dit toujours, on situe le repère. Si. Voilà. La normalité, vous le situez dans le repère orthonormé ou quoi de la vision occidentale de la gouvernance. C'est de ça que il s'agit. Je ne m'y inscris pas. Si moi je prends ça dans le sens de on a besoin de notre souveraineté, on a besoin de réfléchir par nous-mêmes, je ne vois pas en quoi faire des élections nous ramène à la normalité. Quand je vois l'échec des élections où c'est une minorité en réalité qui va voter et qui choisit quelqu'un pour une majorité. De deux, j'ai vu comment tous les régimes démocratiquement élus des 3 pays ont lamentablement échoué par rapport à l'insécurité, à tel point où nos pays ont failli disparaître. Pour moi, c'est un bilan net que les élections, la démocratie électoraliste a échoué. On ne traîne plus avec ça. D'accord. On ne traîne plus avec ça. Il faut passer à autre chose. Et moi, je pense que la décision du Mali, c'est tout à fait normal. On est même maintenant dans la même dynamique. On va refondre et puis repartir sur d'autres repères de gouvernance que les repères que les Européens nous ont appris. C'est vrai. Pour étayer vos propos, on se rappelle que les élections c'était Ibeka, non 2018. Oui. C'était sur les 8 millions. Je pense qu'au premier tour, c'était 3 400 000 qui ont voté. Oui. Au second tour, c'était 2 700 000. Je pense que c'est assez évocateur. Allons. Ouais. Oui, merci. Il faut dire que les vestiges de la démocratie électoraliste, malheureusement, sont restés ancrés dans l'esprit de bien de personnes au sein de l'AES et même au niveau de l'Afrique, surtout au sein de cette classe dite d'intellectuels. Qu'est-ce que la démocratie électoraliste nous a donné? Les élections là, on fait des élections pour trouver un bon président qui va gérer le pays selon les aspirations et la volonté du peuple. La Providence nous a donné 3 chefs d'État qui sont dans la dynamique justement de faire les choses comme l'attendent le peuple. Nous pensons que cette question même la question était sur le Mali. C'est un projet de loi. On attend encore ce que le CNT va dire. C'est sûr que le CNT va entériner ce projet de loi. Il aura 5 ans. 5 ans, ça sera en 2030. Chez nous, déjà, c'est en 2029. En 2029, on va accourir encore assises pour dire 5 ans. Ou bien, nous d'abord, aux assises, on n'était pas d'accord pour 5 ans. Nous étions focus sur une proclamation de la révolution avec une dynamique claire, avec un plan de développement prospectif sur 50 ans et stratégique, où on peut avoir des programmes quinquennaux. On a déjà notre leader, on avance avec ça. Il y a la question du contexte qui rend naturel. Je finis. Il y a la question d'un contexte qui rend pour beaucoup naturel aujourd'hui certaines dynamiques. Maintenant, pour d'autres, c'est que vous projetez dans 5 ans, vous parlez de 50 ans par exemple, c'est avec le même président ou quel est votre... Mais bien sûr, on ne va pas prendre
prendre le risque de laisser... Après le contexte changeant... On ne va pas prendre le risque... on va pas prendre le risque je dis les choses... de brader ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui à un vulgaire individu qui viendra vendre... voilà, comme on en a fait dans les temps passés. Non, vous savez... Nous devons être pragmatiques. Ça sera dans la même matière. Parce qu'on est pratiquement au thème de notre échange. On me fait signe que c'est fini. Et parce que pour beaucoup, le contexte, en tout cas intime, qui ne puisse pas avoir d'élection et puis aller voter où et comment, ça c'est une réalité. Et puis il y a la dynamique dans laquelle ces pays-là sont aujourd'hui, qui intime que, bon, au regard de la façon positive que certains éléments sont en train d'être, en tout cas, sentis, est-ce qu'il ne faut pas revoir? Mais après, il y a la projection aussi qu'on fait. Parce que la dynamique dans laquelle on est, qui est celle d'une sécurité, lorsque elle est réglée, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres éléments qui risquent d'être posés sur la table, légitimement? Vous savez qu'au départ, on nous a crié, non, l'objectif justement de la transition, c'est de régler les problèmes sécuritaires. Si on s'était focalisé uniquement sur les problèmes sécuritaires, sans justement passer à la transformation structurelle profonde de notre État et de notre société, on serait perdu. Ça veut dire, tout simplement pour vous répondre, que les deux vont ensemble. Quand la question sécuritaire va justement, on va en finir avec, mais il faudra intensifier sur le développement et surtout sur l'image et le rayonnement de notre espace. C'est pourquoi je termine sur ça. C'est pourquoi, en termes de convergence, il faut que l'AES proclame une révolution en son sein et décline justement un programme sur 50 ans sur lequel nous allons tous aller, et maintenant et à l'intérieur, on peut mettre tout ce qu'on veut. D'accord, merci en tout cas à vous, Labidine Abba. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Face aux causes. Merci pour votre lanterne que vous avez apportée en termes d'éclairage donc pour les différents débats que nous avons eus ici. Merci à vous, Martin Savadogo. Je rappelle que vous êtes analyste politique, ingénieur aussi travaux publics. Merci à vous, Simon Kaboré. Vous êtes le secrétaire à la planification et à la prospective de la convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie, CRDP en abrégé. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous tout au long de ce JDS Journal dimanche soir. Et vous savez, le débat il peut toujours se poursuivre là où vous êtes. Et c'est ce à quoi nous servons, à le poser justement. Et sûrement que dimanche prochain, on aura ici encore d'autres sujets avec des invités. Et d'ici là, le souhait, c'est portons-nous bien.